Donc, avant que je parle et que je présente peut-être un peu la licence professionnelle, est-ce que vous, de votre côté, est-ce qu'il y a des points qui vous interrogent? Oui, donc en fait, là, alors, je ne sais pas si beaucoup d'entre vous sont dans ces cas-là, mais c'est la question d'une future étudiante qui travaille à côté, hein, donc qui est salariée et qui souhaiterait suivre la formation à distance. Donc, elle me demande si c'est possible. Donc, moi, je dirais tout d'abord que c'est possible, hein. Une partie des publics et des étudiants de licence professionnelle sont salariés, que ce soit à temps complet ou à temps partiel. Il y a aussi des alternants, des apprentis, mais je vais venir sur ces questions plus tard. Après, c'est vrai que donc c'est possible, ça pose aucun problème. Après, c'est vrai que ça représente, enfin, c'est un peu plus compliqué si vous travaillez à temps plein, parce que la charge de travail est quand même assez importante. Hein, ça, je ne vais pas vous le cacher. C'est possible, mais il faut vous attendre un petit peu à une année où ça va être un peu compliqué pour vous en termes de charge de travail. Voilà. Donc, sur la plupart, sur les salariés qui s'inscrivent dans la formation, euh, je dirais qu'il y a une partie qui arrive à s'organiser, qui arrive à faire face, je dirais, à la charge de travail et qui sortent souvent d'ailleurs major de la promotion. D'autres, ils ont plus de mal pour d'autres, enfin pour les zones diverses, et voilà, ils n'arrivent pas à aller au bout de la formation. Voilà, donc il faut vraiment, si vous travaillez en même temps, que ce soit à temps partiel ou à temps complet, il faut vraiment avoir une certaine motivation. Voilà, il faut s'attendre à une certaine charge de travail. Je continue la question. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Alors, je ne sais plus qui c'est. Sonia, voilà, comme ça, je ne dis pas votre nom de famille. Sonia, est-ce que j'ai répondu à votre question? Donc, je vais peut-être faire un point plus général sur la formation. Vous n'hésitez pas à m'interrompre à tout moment, hein. Enfin, l'intérêt de cette présentation aussi, de cette visio, c'est d'avoir un peu d'interaction, d'échange. La licence professionnelle, c'est une licence professionnelle donc qui forme au métier de l'information documentation. Information documentation au sens large. Vous avez bien évidemment les structures documentaires traditionnelles comme les bibliothèques, les archives, le centre de documentation spécialisé, mais vous avez aussi bien évidemment hein, les structures documentaires dans des entreprises, dans des structures privées, hein. Et là, vous pouvez ici avoir des missions en lien avec l'archivage numérique, la gestion électronique des documents, la veille, etc., etc. Donc, la formation vise vraiment enfin, vise à former au métier de l'information et de documentation au sens large, tout secteur d'activité confondu, hein, que ce soit secteur public, secteur privé. Ça, c'est quand même un point important. J'insiste là-dessus. Parce que je pense que c'est important. Et puis, quand je vois les stages qui sont effectués par la suite par les étudiants et les emplois qu'occupent par la suite aussi les étudiants, en fait, on retrouve cette diversité-là, hein. Il y a des étudiants qui travaillent dans une bibliothèque publique, dans une bibliothèque universitaire. Il y a des étudiants qui se retrouvent dans des laboratoires de recherche, hein, documentation spécialisée. J'ai aussi quelques étudiants qui ont trouvé du travail comme document contrôleur dans des entreprises privées, Airbus notamment. Voilà, donc euh, vraiment, hein, donc la formation vise à former au métier au sens large de l'information de documentation. Euh, Ça, c'est un point important. Donc, on vise tout secteur d'activité. Autre point important, l'objectif aussi de la licence professionnelle, je dirais, c'est de donner des compétences transversales. Donc, c'est pas une licence professionnelle hyper spécialisée dans un domaine ou un secteur d'activité. Par exemple, il y a des licences professionnelles, le master, qui sont spécialisées dans la veille. Il y a des licences professionnelles master qui sont spécialisées dans la gestion de documents audiovisuels, euh, la GED, etc., etc. Le pari que nous avons fait avec l'équipe pédagogique, c'est plutôt donc d'ouvrir un peu plus, hein. Donc, c'est pas une formation hyper spécialisée dans un domaine, un secteur d'activité, mais plutôt de vous donner un panel de compétences euh, qui devrait vous permettre donc de vous adapter
à des contextes et des environnements professionnels très différents. Et je dirais que pour moi, c'est ça vraiment la grande richesse de la formation. Et encore une fois, on retrouve cette diversité par la suite au niveau des stages qui sont effectués par les étudiants ou au niveau des emplois euh, qu'occupent les étudiants par la suite. Donc ça, c'est quand même un point important aussi, euh, je pense. Euh, donc, une licence professionnelle vise une insertion professionnelle immédiate. Hein, l'objectif, c'est de vous former au marché de l'emploi en une année. Hein, et que vous soyez prêt pour le marché de l'emploi en une année. La licence professionnelle met davantage l'accent peut-être sur des compétences et des savoir-faire pratiques. Hein, c'est la licence professionnelle, contrairement au master qui insiste peut-être un peu plus sur le volet théorique et conceptuel. La licence professionnelle va surtout s'attacher à des compétences et savoir-faire pratiques. La licence professionnelle, en fait, est ouvert à tous et toutes. Hein, donc, en fait, il suffit d'avoir, en fait, la licence professionnelle est accessible à partir d'un bac+2. Enfin, il y a des étudiants qui proviennent vraiment de tout horizon, hein, que ce soit licence histoire, psychologie, sciences de l'éducation, même licence informatique, des licences plus en lien avec les sciences, etc., etc. Voilà. Donc, c'est vraiment, je dirais, des étudiants de tout horizon. Euh, c'est ça aussi, je dirais, la richesse de nos promotions, hein, cette diversité de profils des étudiants. La formation est accessible à partir d'un bac+2. Ce que nous allons regarder dans le cadre de la commission pédagogique pour examiner les candidatures, c'est surtout votre projet professionnel. C'est ça qui va être déterminant. On va essayer de comprendre, de voir dans quelle mesure euh, vous avez défini, formalisé un projet professionnel bien défini, hein, qu'on soit certain que c'est bien le métier de l'information documentation qui vous intéresse. Je dis ça parce que parfois, dans lettre motivation, il y a des étudiants qui nous parlent du journalisme, par exemple. Parce qu'ils pensent à la mention métier de l'information, donc ils pensent au journalisme, mais non, c'est pas une licence professionnelle de journalisme, c'est une licence professionnelle en documentation. Donc voilà, ça c'est par exemple, du coup, voilà, on refuse bien évidemment la candidature. Pareil, les étudiants qui sont peut-être davantage intéressés par le métier de la communication, hein, on va aussi être vigilant. Voilà, donc on va vraiment, comment dire, prendre un peu le temps pour examiner votre dossier, votre lettre de motivation, pour être certain que votre projet correspond bien aux objectifs pédagogiques de la formation. Et c'est ça vraiment qui va déterminer, je dirais, l'admission ou non dans la licence professionnelle. Voilà. Donc encore une fois, hein, c'est pas parce que vous n'avez pas fait un DUT métier de livre que vous ne pouvez pas vous inscrire dans la licence professionnelle. Au contraire, voilà, la plupart des étudiants ont fait complètement autre chose auparavant. Ça, c'est un point important. Ensuite, la formation, point important aussi, la formation est accessible. Il y a différentes modalités d'inscription, hein. Donc, il y a la formation est accessible en présentiel et à distance. Je ne sais pas parmi vous si vous êtes plus intéressé par le présentiel ou à distance, mais en tout cas, voilà, la formation est doublée, hein. Donc, vous pouvez vous inscrire soit en présentiel, soit à distance. Il y a une question, il n'y a pas de limite d'âge pour le faire la formation. C'est une bonne question, il n'y a pas de limite d'âge pour faire la formation. Ça aussi, je fais une parenthèse. C'est ça aussi la richesse de la formation, c'est-à-dire que dans la mesure où la formation est accessible aussi à travers la formation continue, je vais revenir sur ça plus tard, vous avez aussi donc des étudiants qui proviennent vraiment de la formation initiale, mais aussi des étudiants qui sont déjà un peu plus âgés, hein, qui ont déjà une carrière professionnelle, qui sont en reconversion, etc., etc. Donc, en fait, il y a vraiment tout âge confondu enfin, au niveau du public étudiant. Et ça aussi, c'est vraiment une richesse assez intéressante, cette diversité, à la fois au niveau des profils universitaires, mais aussi du profil des âges et puis le parcours de chacun. Voilà. Donc, il n'y a pas de limite d'âge, dans l'absolu. Et chaque année, en fait, euh,
je dirais par exemple présentiel. La moitié des étudiants proviennent vraiment, on va dire, du cursus universitaire, donc en début vingtaine d'années. L'autre moitié a plus de 30, 35 ans. Voilà. Donc, c'est vraiment, voilà, il y a une diversité importante à ce niveau-là. Voilà, je ferme la parenthèse. Je disais donc, oui, donc la formation est accessible donc, en présentiel et à distance. En présentiel, le cours commence assez tôt, commence au début du mois de septembre. Euh, le cours se déroule sur 3 journées de la semaine, hein, donc le lundi, mardi, mercredi. Bon, vous allez sur la page de la formation sur le site d'éthique. Vous avez un Google Agenda, donc vous pouvez voir le planning de cette année. Comme ça, vous verrez que tout le cours en fait, de la formation se déroule les 3 premiers jours de la semaine, permettant ainsi aux alternants et aux apprentis d'être chez l'employeur le jeudi, vendredi. Hein, c'est un calendrier basé sur l'alternance. Voilà. Donc 3 jours de formation, vous allez dire c'est assez peu. Mais voilà, je tiens quand même à dire que voilà, même s'il n'y a que 3 jours de formation, c'est quand même de grandes journées. Hein, c'est quand même 7 à 8 heures de cours par jour. C'est quand même assez chargé. Voilà. Et à distance, le cours débute un peu plus tardivement. Il débute plutôt au 1er octobre, début octobre. Alors, il y a une question sur quels critères vous basez-vous pour la sélection d'un candidat hormis le projet professionnel? Alors, donc, encore une fois, on va vraiment, c'est une bonne question. On se base principalement donc sur le projet professionnel. Après, on va bien évidemment aussi regarder, je dirais, un peu le cursus universitaire antérieur, hein, le relevé des notes aussi, voir si vous avez aussi effectué des stages déjà, par exemple, dans le domaine de l'information documentation. Peut aussi être un critère déterminant. Voilà, donc c'est des choses comme ça. Donc, je disais, donc, pas l'enseignement à distance, alors, les cours à distance commencent un peu plus tard, donc au début du mois d'octobre. Les cours sont déposés sur la plateforme Moodle de l'université. On a un fonctionnement un peu hybride, donc la plupart du temps, les enseignants déposent du support et puis en même temps, on propose parfois de groupements, hein, visio ou sur site parfois aussi, pour faire le point avec les étudiants. Voilà. Donc, je dirais, il y a les deux modalités d'enseignement. Il y a de l'enseignement enfin, principalement on peut dire asynchrone, mais aussi parfois, à des moments précis, un enseignement synchrone. Voilà. Pas de questions en lien avec ça? Si moi j'en aurais une, ça fait combien de temps que Oui. l'enseignement à distance est disponible, on va dire, sur le cadre de cette formation-là? Oh, très longtemps, très D'accord, longtemps, parce que en fait, c'est vrai que le département de formation de documentation a été les premiers, en fait, dans les années 2000 à lancer l'enseignement à distance, d'accord, voilà, en tout cas dans le domaine de l'information de documentation. Donc, on a une longue, je dirais, on a quand même une longue expérience d'accord. Et il y en a combien matière d'élèves d'enseignement. sur une promo, du coup, en une année qui sont à distance? Il y a combien d'élèves? Ouais, à Combien peu près. d'élèves? Ouais, Alors, en fait, ça dépend des années. ça dépend, c'est Donc, variable. pour vous donner une ordre d'idée, cette année, on avait 35, 36 étudiants en tout, D'accord. présentiel UAD confondu. Donc, on avait 16 étudiants en présentiel et 18, 20, non, 20, 22 étudiants à distance. Voilà. Ouais, ok, donc c'est un peu équilibré. Donc, c'est le Ok, petit, très bien. on est Je vous quand même remercie. on est quand même sur les petits effectifs. Hein, voilà. D'accord, ouais. C'est tout l'intérêt aussi de la licence professionnelle par rapport à, je dirais, par rapport à des licences plus, je sais pas, par rapport à une licence plus générale. Hein, en fait, on est sur les petits effectifs parce que c'est la formation professionnelle. Voilà. D'accord, merci. Alors, je vois qu'il y a d'autres questions. Attendez, donc, j'ai lu que le master pouvait être réalisé à l'alternance. Alors, oui, alors, là, c'est vrai que c'est la licence professionnelle, mais que ce soit la licence professionnelle ou le master en podoc peuvent tout à fait être réalisés en alternance apprentissage, que ce soit en présentiel ou à distance. Ensuite, si vous êtes accepté en présentiel, que vous êtes à l'étranger, il faut voir ça avec les relations internationales, je pense. Je pense que votre candidature va relever des relations internationales et qui pourront vous communiquer toutes les démarches et les procédures. Dédoubler. Alors, il est possible de dédoubler cette licence. Donc, vous pouvez très bien suivre la licence professionnelle et une autre formation en même temps. Après, encore une fois,
c'est tout à fait possible d'un point de vue théorique. Après, la charge de travail est quand même assez importante en licence professionnelle, hein, donc euh, contrairement à la licence classique, c'est un volume horaire de 500 heures. Donc c'est assez important et c'est assez intensif. Donc je pense que si vous suivez 2 formations en même temps, ça va être compliqué. Mais théoriquement, c'est possible. Et pour le stage, donc effectivement, le stage, ça me permet de faire un point. Donc en licence professionnelle, il y a un stage obligatoire des minimum 3 mois, hein. En présentiel, ce stage s'est fait la plupart du temps du mois d'avril ou à la fin de juin. À distance aussi, mais il peut être aménagé autrement dans la mesure où vous n'avez pas de cours en présentiel, donc vous êtes un peu plus libre au niveau de l'emploi du temps. Donc stage obligatoire de 3 mois pour pouvoir valider la formation. Euh, Moi, ce que je fais au courant de l'année, à partir du mois de novembre, c'est que j'envoie aux étudiants les offres de stage dont j'ai connaissance et que je reçois. Et donc, je les communique aux étudiants. Et les étudiants cherchent aussi de leur côté. Donc, je dirais qu'il y a les deux, hein. Donc, moi, de mon côté, j'envoie des offres de stage que je peux recevoir au séminaire et les étudiants cherchent en même temps. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à vos questions? Moi, je voulais Donc, vous m'entendez? oui. Juste, je voudrais mieux comprendre la différence entre une licence classique, une troisième année, et une licence professionnelle. Et Alors, aussi, oui, je voulais oui. comprendre un peu plus sur le projet. Si j'ai bien compris, il y a un projet pendant la licence professionnelle, un projet tutoré. Ah oui, les projets tutoriels. Oui, oui, c'est vrai que ça, j'ai un peu encore parlé, tout à fait. Donc, c'est vrai que c'est une bonne question. Donc, euh, la différence majeure entre une licence classique et une licence professionnelle, c'est vraiment cette idée de la licence professionnelle, c'est une formation professionnelle. C'est professionnalisante, donc on vous prépare au marché de l'emploi une année, hein. Avec licence classique, vous pouvez bien évidemment aussi aller sur le marché de l'emploi, mais quand même l'objectif premier, c'est que vous continuez en master, hein. Là, l'objectif premier de licence professionnelle, c'est l'insertion professionnelle immédiate par la suite, hein, de vous former au métier. Voilà. Pour moi, à mon sens, c'est la différence majeure. Euh, Ensuite, au niveau, effectivement, donc il y a plusieurs spécificités au niveau de la licence professionnelle. D'une part, il y a le stage obligatoire, hein, dont on vient d'évoquer. D'autre part, et ça c'est au second semestre, il y a ce qu'on appelle un projet tutoré, hein. Il y a un ou deux projets tutorés réalisés. Donc, qu'est-ce que c'est un projet tutoré? C'est un dispositif pédagogique spécifique. Et en fait, vous devez réaliser un projet, un ou deux projets, pour un commanditaire extérieur ou de l'université, hein. Et donc, dans la réalisation, et vous êtes accompagné dans le cadre de la réalisation de ce travail par un tuteur enseignant. Voilà. Donc, c'est ça le projet tutoré. Donc, c'est pour aussi vous pour mettre dans un contexte professionnel, hein. Donc, vous avez une commande qui est faite par un prestataire interne à l'université ou externe, et vous devez réaliser euh, ce projet-là avec l'aide d'un tuteur ou tutrice enseignant. Donc ça, c'est vraiment pour... C'est lié au stage, donc. Non, non, c'est C'est pas lié. encore différent. C'est vraiment différent. C'est-à-dire que les stages, c'est vraiment à la fin de l'année, hein, les enseignements sont terminés et vous partez en stage. Dans le cadre du projet tutoré débute au début du second semestre, donc au mois de janvier, et donc vous travaillez dessus tout au long du semestre, hein. C'est un projet à longue haleine. Et tout le monde fait le même projet ou chacun fait un projet différent? Ça dépend, ça dépend des années. Ça dépend des années. Euh, Cette année, il y avait 2 projets tutorés à faire, donc je dirais que ça dépend des années. Mais probablement, vous aurez 2 projets réalisés. Ouais, tout à fait. C'est un projet de groupe ou individuel? Encore là encore, ça dépend des années en fonction de la nature même du projet, si vous voulez. Voilà. La plupart du temps, c'est plutôt du projet en groupe. Après, voilà, en fonction de la nature de la commande, voilà, ça peut varier. Voilà. En tout cas, voilà, donc ça, c'est aussi une spécificité de la licence professionnelle, au-delà des stages. Et donc, il y a des projets
comme l'été réalisé au cours du second semestre. Il peut aussi arriver, même dans le cadre d'un devoir, hein, en fait, que cette année, dans le cadre d'un devoir du second semestre, euh, on a travaillé sur un livret de communication pour une bibliothèque. Voilà. Donc, en partenariat avec une collègue bibliothécaire de la bibliothèque départementale de Côtes d'Armor. Voilà, on a monté ce projet-là dans le cadre d'un cours classique. Voilà. Donc, c'est vraiment avec l'objectif de vous mettre dans un contexte professionnel. Voilà. Merci. Bonjour, j'avais une question. Oui. Je m'appelle Lou Turel, je vous avais demandé par rapport à l'alternance, mais ma question a été Ah oui. découpée. Oui. Dans l'idée, à la fin, si intégrer cette licence, ce serait pour plus tard intégrer le master Mavinum à Paul Valéry. Est-ce que vous avez des exemples de missions qui seraient intéressantes à faire inscrire sur une fiche de poste ou des types d'entreprises à cibler plus spécifiquement pour réaliser cette alternance? Oui, c'est une bonne question. C'est une bonne question. Alors, c'est vrai que la réponse n'est pas forcément simple, parce qu'en fait, comme je disais, le métier de l'information et documentation sont vraiment très larges. Ce que je peux faire, c'est que je vais vous mettre dans le chat une cartographie des métiers. Avec grand plaisir, merci beaucoup. Hop, voilà, une cartographie des métiers qui date de 2013, donc qui date un petit peu, mais qui est toujours très pertinente. Et qui est en train d'être mise à jour par l'ADBS, donc c'est une association de professionnels d'information et d'augmentation, et donc qui vous montre, je dirais, tout l'étendue des métiers de l'information et d'augmentation. Donc si vous regardez, je ne sais pas si vous avez ouvert la cartographie en question. Oui. Voilà, vous voyez par exemple, à travers le bulle rose, enfin, qu'il y a plusieurs domaines, hein, donc gestion de ressources informationnelles, le cost management, archivage numérique, édition numérique, communication web, veille, gestion de la connaissance, et tous les métiers aussi, fonctions un peu annexes, hein, community manager, webmaster, web designer, knowledge management, iconographe. Moi, ce que je peux par contre faire, c'est que je ne peux pas vous donner, parce que ça dépend de la structure. J'ai quelques offres d'apprentissage d'alternance, si ça vous intéresse, je peux vous les transférer. Donc, envoyez-moi un mail et je vous envoie les offres d'alternance et d'apprentissage dont je dispose si vous le souhaitez. Je peux vous écrire mon mail dans le chat? Oui, il faut que je prenne note. Vas-y. Merci grandement. Votre question importante, c'est vrai que j'essaye vraiment chaque année d'inciter. Voilà, c'est bon, c'est bien noté. J'essaie chaque année vraiment de pousser les étudiants, d'inciter les étudiants à faire de l'apprentissage, parce que vraiment c'est très riche. Hein. Donc, alors c'est pas forcément évident. Donc, parfois les étudiants cherchent et ne trouvent pas, hein, ça arrive aussi. Mais si vous avez l'opportunité d'avoir un contrat d'apprentissage en alternance, c'est vraiment riche. C'est-à-dire que vous avez à la fois ça vous permet de concilier à la fois de faire les deux en même temps, formation universitaire et puis expérience professionnelle sur le terrain. Est-ce qu'il y a des limites d'âge pour ce type de contrat? Alors, c'est une bonne question. Pour l'apprentissage, pour l'apprentissage, c'est 29 ans, me semble-t-il. Et pour le contrat d'alternance, ce contrat de professionnalisation, c'est une forme d'alternance. Il n'y a pas de limite d'âge, par contre. Donc, ça dépend du contrat de dispositif. Donc, le contrat d'apprentissage, c'est quoi que c'est 29 ans. Et contrat de professionnalisation, il n'y a pas de limite d'âge. Voilà. Bonjour. 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 Je suis Vous aussi m'entendez? intéressé par les alternances. J'aimerais, s'il vous plaît, est-ce que je pourrais vous envoyer mon mail, s'il vous plaît? Bien sûr. Merci. Voilà, donc, Vous pouvez soit vous mettez votre adresse mail dans le chat comme votre collègue ou camarade, soit vous m'envoyez mail directement sur mon adresse mail, puis je vous réponds. Voilà, il n'y a pas de souci. J'ai pas votre adresse mail, du coup, je vous la laisse dans le chat. D'accord, très bien. Merci beaucoup. je peux poser une question. Oui, alors je ne sais plus qui parle.
Voilà, donc je l'avais juste posé dans le chat. Je voudrais savoir, dans mon cas, actuellement, je ne suis pas en France, je suis en Turquie, de nationalité sénégalaise. Et je demandais donc, pour les accepter, est-ce qu'ils vont recevoir des lettres d'acceptation qui leur... Parce que c'est avec cette lettre qu'ils vont permettre de faire les démarches administratives. Pardon, est-ce que vous pouvez répéter? J'ai pas compris la fin. Qu'est-ce que vous souhaitez savoir précisément? Voilà. Est-ce que pour les accepter, ils vont recevoir donc des lettres d'acceptation? Oui, oui, tout à fait, oui, oui. Enfin, en fait, là, si vous avez rien reçu, parce que c'est parce que la campagne de recrutement est encore en cours, hein, donc je crois jusqu'au 20, jusqu'à demain. Vous allez recevoir, je dirais, une notification d'acceptation, de refus début juin, hein, dans la première semaine du mois de juin. Début juin. Donc, alors, je note en même temps vos adresses email. Voilà. D'accord. Donc c'est normal que vous ayez rien reçu pour le moment, voilà, parce que tout simplement la campagne de recrutement n'a pas encore finalisé. Voilà. D'accord, je comprends. Et pour les étrangers, parce que je me considère comme un étranger, donc c'est avec cette lettre-là, on pourra donc faire les démarches. C'est-à-dire Oui, pour les dépôts de visas, là. ça, je pense que, enfin, encore une fois, après, je connais sur le plan administratif, moi, je connais pas toutes les procédures, comment dire, toutes les procédures en vigueur, mais je pense que le service des relations internationales de l'université pourra vous apporter toutes les informations nécessaires, je pense, toutes les informations et renseignements nécessaires. Je vais prendre dessus. D'accord, merci beaucoup. Alors, je voulais écrire alors, je vois une autre question. Je voulais écrire pour dédoubler cette licence. Est-il possible d'effectuer cette licence en 2 ans? Alors, dédoubler cette licence, faire la licence en 2 ans, il arrive, en fait, le redoublement, enfin, quand même, l'objectif premier, c'est que vous réussissez la licence professionnelle une année. Après, il arrive effectivement que certains étudiants redoublent, mais le redoublement n'est pas, comment dire, n'est pas forcément d'office, hein. Donc, ça veut dire que si vous souhaitez redoubler, il faudra de nouveau déposer un autre dossier de candidature l'année d'après et expliciter les raisons pour lesquelles vous n'avez pas pu valider la licence professionnelle de l'année. Donc, dans l'absolu, enfin, c'est pas forcément, je dirais, l'objectif premier de la licence professionnelle, hein, une validation en 2 ans, mais c'est tout à fait c'est possible dans l'absolu. Attention, pour l'année qui va suivre, il y a quand même une complexité supplémentaire, c'est-à-dire que c'est la dernière année d'accréditation. En fait, à partir de à partir de l'année universitaire 2022, pour la rentrée 2022, hein, donc pas cette année, mais l'année d'après, la maquette de la licence professionnelle va changer. Donc il n'est pas, enfin, ce qui fait que il n'est pas certain que tous les acquis obtenus cette année pourront être conservés l'année d'après, dans la mesure où la maquette risque de changer un peu. Alors ça, c'est la seule complexité que je peux vous dire. Vous savez qu'est-ce qui va changer? Quelle orientation va prendre la licence? Je suis en train, enfin pour le moment, je peux pas en dire beaucoup plus. Ça va être, je pense, dans tous les cas, le même état d'esprit, je pense, hein. Donc il y a peut-être des enseignements qui vont être complémentaires qui vont être intégrés, mais avec toutefois le même objectif et finalité, donc compétences transversales, viser tout secteur professionnel, donc ça ne changera pas. Voilà. Je vois qu'il y a d'autres questions. Alors, si vous avez des questions si vous avez des questions très pratiques en lien avec votre dossier de candidature, je vous conseille de contacter directement la scolarité, parce que ça, c'est pas moi qui gère. Donc, si vous avez des problèmes, si vous rencontrez des problèmes sur votre dossier de candidature, il faut voir ça directement avec la scolarité. Je crois qu'il y a une adresse spécifique pour Marie. Je ne sais pas si tu es toujours là, si tu connais l'adresse, mais il y a une adresse spécifique pour le problème en lien avec e-candidat. Je ne sais pas si tu te souviens de l'adresse. Oui, Marie. je vais vous mettre l'adresse dans le chat. C'est scola.ethic. Et je vous ai mis aussi l'adresse mail de Monsieur Dillertz. Super. Merci beaucoup, Marie. Alors, autre question, Oui, alors tout à fait. Donc, il y a quelqu'un qui me pose la question si
la formation peut être financée sur le compte personnel formation. Donc, effectivement, j'en parlais tout à l'heure, donc la formation est accessible, que ce soit en formation initiale ou en formation continue. Hein, donc, c'est possible. Après, je vous conseille de voir ça directement. Si vous avez des questions de ce type-là, ce que je vous conseille de faire, c'est de contacter. Je vais vous mettre l'adresse, hein, le service du SUFCO. Je vais vous mettre l'adresse dans le chat. Parce que c'est tout à fait possible dans l'absolu. Après, il y a des modalités respectées, etc. Donc, il faut voir dans quel cadre ça peut se faire, mais c'est tout à fait possible théoriquement. J'ai Voilà. une question de mon côté. Oui, alors qui parle, pardon, je ne vois pas. C'est moi, c'est Autokelly. Oui, d'accord. Je voulais savoir s'il y avait du matériel spécifique à acquérir pour la formation, des logiciels ou quelque chose comme Oui, ça. c'est une bonne question. Donc, je dirais ce qui est important, je dirais quand même qu'il est important d'avoir un PC qui puisse vous travailler avec des logiciels un peu lourds parfois. Donc, par exemple, on va travailler sur le logiciel léger de l'archivage numérique qui sont un peu lourds, enfin un peu lourds, parfois un peu compliqués ou un peu lourds dans l'usage. Donc, voilà, il ne s'agit pas d'avoir une bête de course, hein, un PC gamer, mais voilà, il faut quand même avoir une machine qui puisse tenir un peu la charge, je dirais. Ça, c'est quand même important. Sinon, Un vous avez MacBook, ça vraiment- suffirait ou pas? Comment? Est-ce qu'un MacBook, ça passe ou est-ce Oui, 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 que... tout à fait. Ouais, ok, Ça d'accord. passe tout à fait. Oui, oui, ça passe tout à fait. Ok. Alors avec le MacBook, il n'y a pas de problème spécifique. Parfois, ça va être un peu plus compliqué pour vous pour installer certains logiciels, mais dans l'absolu, il n'y a pas de problème, hein, voilà. Ok, d'accord. Par le Merci fait que le beaucoup. Mac, par le fait que le Mac, c'est le mal, bien évidemment, je plaisante. Voilà. Merci. Voilà. Oui, Oui, qui j'avais une parle? question en réaction à la question de Kevin, si je peux l'appeler comme Oui. ça. Si on n'a pas un ordinateur qui soit assez puissant pour justement travailler sur les logiciels, est-ce qu'on peut demander à ce qu'on nous en fournissant ou un Alors, financement d'un nouvel ordinateur pour pouvoir travailler dessus ou faudrait euh, c'est une très l'acquérir bonne, de nouvelles? c'est une très bonne question. Moi, je dirais que en fait, je dirais dans un compte, enfin, cette année, dans le cadre depuis la crise sanitaire, les étudiants en situation de fracture numérique ont pu bénéficier d'un prêt d'un ordinateur par l'université. Mais c'était un dispositif assez spécifique et je ne suis pas certain qu'il va être conduit l'année prochaine. Donc, je tiens à vous mettre en garde. Donc, sinon, il n'y a pas vraiment, à part ça, donc ça, c'est un dispositif un peu spécifique qu'on y a avec la crise sanitaire. Après, auparavant, il n'y avait pas de dispositif similaire, hein, pour être honnête avec vous. Si je peux me permettre, la maison des étudiants, qui est avant le Crous, le restaurant universitaire, dispose en fait tous les gens qui ont des ordinateurs qui sont en fin de course, leur déposent leur matériel, ils le réassemblent et ils le Oui. revendent à très bas prix à des étudiants uniquement le matériel dont vous aurez besoin. Donc c'est vers eux qu'il faudra vous tourner. D'accord. Oui, je crois qu'ils sont très actifs, hein, ils sont Oui. très actifs. Oui, tout à fait, c'est une bonne idée, je n'y avais pas pensé. Oui, tout à fait. Voilà. Donc au niveau de logiciel, on essaye, pas toujours, mais on essaye le plus possible de travailler avec des logiciels libres. Dans la mesure du possible, on essaie de privilégier le logiciel libre. Voilà. Donc vous n'êtes pas obligé d'acheter des licences de logiciels très chères, etc. Voilà. Vous pourriez anticiper quelques noms de logiciels prévus pour la licence? Oui, alors ce que je peux faire, c'est que c'est souvent une question qu'on me pose. Ce que je vais essayer de peut-être faire pour le mois de septembre, je vais peut-être essayer de recenser, en fait, je vais contacter mes collègues, je vais essayer de recenser tous les outils logiciels qu'ils mobilisent dans le cadre de leur cours, et comme ça, je pourrais remettre aux étudiants la liste de l'ensemble logiciel. Voilà, ça sera mieux. Mais c'est une bonne question, donc je vais m'en occuper, et puis je mettrai ça à votre disposition. Il faut, bon, là, en
forme pas des informaticiens, hein, ça c'est certain, on ne forme pas des informaticiens. Après, le fait d'être un peu à l'aise dans l'informatique, dans le domaine numérique, c'est quand même un atout considérable. Voilà. C'est pas le seul critère prédominant, hein, c'est pas le seul critère, mais malgré tout, ça joue quand même, ça joue. Voilà. Surtout, en fait, au premier semestre, il s'agit plutôt de cours des fondamentaux, on va dire, dans le domaine de l'information documentation, hein, vraiment les fondamentaux, traitement documentaire, gestion de ressources documentaires, politique documentaire, gestion de ressources scientifiques, etc. Et puis à côté, vous allez voir de cours qui nécessitent un peu plus de compétences informatiques en lien avec l'AGN, archivage numérique, éditorialisation, écriture numérique, donc aussi le PAO aussi de langage XML, LaTeX, voilà. Donc voilà, encore une fois, on ne forme pas des informaticiens, mais voilà, le fait d'avoir des compétences dans le domaine numérique, ça, c'est un élément facilitateur quand même. Voilà. C'est pas un préjudice, hein, mais voilà, ça c'est quand même un élément à savoir. Alors, conseil d'activité, comment, s'il vous plaît, conseil d'activité professionnelle à temps complet, stage de 3 mois. Ah oui, donc effectivement, pour les personnes qui sont en activité à temps complet, le stage peut tout à fait se réaliser sur le lieu de travail, à condition que la mission effectuée soit en lien avec l'information documentation, et à condition également que vous puissiez travailler sur une mission spécifique en dehors de vos missions traditionnelles au sein de votre structure. Voilà. Donc, si vous travaillez au sein de votre entreprise, voilà, c'est possible de réaliser directement le stage au sein de votre entreprise, mais encore une fois, à condition que les missions effectuées soient en lien avec l'information documentation. Et deuxième critère, voilà, qu'il s'agisse d'une réalisation d'une mission spécifique en dehors des missions traditionnelles assurées. Voilà. Est-ce que ça peut être aussi dans une bibliothèque, par exemple? Oui, bien sûr, oui, tout à fait. Tout à fait. Est-ce que j'ai répondu à votre question, Sonia? Alors, comment procéder quand c'est pas possible d'effectuer les stages sur son lieu de travail? Là, c'est plus compliqué. Là, c'est vrai que c'est plus compliqué. Si vous ne pouvez pas effectuer votre stage sur votre lieu de travail, là, c'est quand même plus compliqué. Ouais. Oui. Là, je n'ai pas de réponse immédiate à vous donner. On pourra peut-être échanger par courriel par la suite. Ouais, parce que là, je n'ai pas de réponse immédiate à vous donner. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Voilà, comme je disais, c'est bien, hein, en même temps, voilà, du coup, c'était pas un discours très structuré, et très structuré, mais en même temps, moi, j'aime bien aussi cet temps d'échange. Hein, je trouve c'est important, c'est beaucoup plus riche. Alors, une question. Faudra-t-il amener tous les jours notre ordinateur portable avec nous? Si vous êtes inscrit en présentiel, non. C'est vrai que c'est une bonne question, je n'ai pas parlé. Vous n'êtes pas obligé d'amener votre ordinateur personnel sur le campus, dans la mesure où le département information et documentation a équipé une salle au sein du bâtiment E. Donc, c'est la salle E109. Donc, nous disposons d'une salle informatique et tout le cours de licence professionnelle se déroule dans cette salle informatique. Voilà. Donc, c'est la salle E109. Voilà. Donc, certes, voilà, vous pouvez bien évidemment apporter votre ordinateur personnel. Quelques étudiants aiment bien faire ça, mais voilà, c'est pas du tout une obligation. Vous avez des ordinateurs qui sont à votre disposition. Moi, j'ai une dernière question. Oui. Est-ce qu'il y a de la préparation au concours, tout ce qui est archiviste, Oui. bibliothécaire? Ou Oui, est-ce qu'il faut ça, passer plutôt par là? Ouais. Ça, c'est une très bonne question. C'est une question importante. C'est vrai que dans le cadre de licence professionnelle, on ne forme pas à la préparation du concours. On forme aux compétences métiers. C'est-à-dire que moi, ce que je préconise aux étudiants toujours,
parce que je préconise les étudiants qui sont intéressés par le métier de bibliothèque notamment, c'est dans un premier temps, en fait, une fois la licence professionnelle obtenue, essayer d'obtenir un emploi contractuel dans un sein d'une bibliothèque, dans une structure documentaire, et puis de manière à avoir une vraie expérience professionnelle sur le terrain, et en même temps de préparer le concours pour avoir un support de poste pérenne. Je dis ça parce que il y a quand même il y a de vraies opportunités quand même dans la mesure où il y a de plus en plus de supports contractuels qui sont ouverts dans les structures de bibliothèque et les milieux de la culture de manière plus générale. Donc, je dirais, moi, je vois une double stratégie. Une double stratégie, dans un premier temps, acquérir les compétences métiers, devoir faire un métier. Et en même temps, de façon parallèle, une fois que vous avez réussi à trouver un premier emploi, on va dire, que ce soit un CDI ou un CDD, voilà, en même temps, passer le concours, enfin, vous préparez au concours de manière parallèle. Voilà. D'accord. Je pense que c'est vraiment la bonne stratégie. Et plusieurs étudiants par la passé ont fait ça. Ok, donc merci beaucoup. Ça, c'est vraiment important. C'est vrai que c'est une question importante parce qu'il y a, on va dire, il y a 15-20 ans, c'est vrai que quand on n'avait pas le concours, on n'avait aucun débouché, en fait, dans le milieu des bibliothèques et de la culture de manière plus générale. Là, c'est vrai que les politiques publiques, alors j'ai pas sur le fond, c'est un simple constat, les politiques publiques ont évolué et il y a de plus en plus de supports contractuels qui sont proposés et qui constituent une débouchée pour les étudiants de la licence professionnelle ou de master. Voilà. Alors, j'ai une question par rapport aux candidatures. Pouvez-vous nous communiquer le nombre de personnes? Alors non, je ne peux pas vous le communiquer pour le moment, en fait, tout simplement parce que la campagne de candidature n'est pas encore terminée. Donc, je ne peux pas vous donner combien de candidatures il y a. Enfin, habituellement, je ne garde qu'une fois la campagne de recrutement, une fois la campagne de recrutement terminée. Voilà. Après, comment dire, moi je pense pas que, parce que j'imagine que c'est en lien avec la sélection, la sélection ça va vous inquiète, j'imagine que c'est en lien avec ça. Encore une fois, j'insiste sur le fait que bien évidemment une sélection des dossiers, c'est normal. Après, vraiment, ce qu'on va nous examiner, c'est vraiment, encore une fois, c'est le projet professionnel, voilà, c'est le projet professionnel qui a été défini. Si on veut s'assurer que l'étudiant ne s'est pas trompé de formation de voie, etc., etc. Donc, c'est vraiment ça la lettre motivation aussi, c'est ça qui va jouer. Donc, vous inquiétez pas trop non plus pour ça. Est-ce que vous avez une idée de la coût de la formation de licence professionnelle? Alors, c'est le même coût que pour les licences générales. J'ai pas. Attendez, je vais essayer de vous trouver ça sur le site de l'université. Marie, tu connais l'URL pour les tarifs d'inscription? Pour les tarifs d'inscription à Alpro, je vais vous mettre le lien dans le chat vers la page du site de l'université où tout est noté. Voilà, super. Donc, il y a une petite majoration, je crois. Par contre, voilà, il y a une petite majoration pour l'enseignement à distance, je crois. Confirme, Marie? Donc, entre présentiel et EAD, il y a une petite majoration, je crois. Voilà. Oui, oui, tout à fait. Mais sinon, les tarifs sont exactement les mêmes que pour, on va dire, pour une autre licence générale ou voilà, une autre licence générale. Enfin, voilà. C'est pas parce que c'est une licence professionnelle que c'est beaucoup plus cher qu'une licence classique. Voilà. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Non? En même temps, moi, je réfléchis si j'ai d'autres choses à vous dire, importantes à vous dire. Autre, oui, enfin, ça c'est général, donc ça c'est plus un état d'esprit. C'est-à-dire que, comment dire, c'est des promotions relativement réduites, petites, et donc souvent il y a quand même de bonnes relations avec l'équipe pédagogique, donc quand même assez proche dans l'ensemble, et puis un vrai esprit de promotion, et puis habituellement aussi, même après la formation, une fois la formation terminée, je reste en contact avec les étudiants. C'est-à-dire que je considère aussi que même si la formation est finie, il est de mon devoir d'essayer de vous accompagner à trouver un emploi. Et donc, j'ai créé, par exemple, un liste de diffusion dédié
aux anciens diplômés de la formation, que j'appelle All10, et sur laquelle, en fait, je diffuse des offres d'emploi. Donc, j'essaye, comment dire, j'essaie vraiment de... hein, ça change peut-être par l'essence plus générale. Voilà. Mon objectif, c'est vraiment... Je ne vous verrai pas comme les étudiants l'année prochaine, je vous verrai vraiment comme les futurs professionnels. Et voilà, ça change un peu le rapport, mais je pense que c'est d'autant plus riche. Ça change un peu le rapport, je dirais. Peut-être que dans d'autres formations. Voilà. Est-ce que je peux vous dire autre chose? Donc, non. Je crois qu'on a à peu près fait le tour. Je crois qu'on a à peu près fait le tour. Juste une dernière question. Oui. Est-ce que il y a des choses en commun avec le DU en FODOC dans la licence professionnelle? Oui, il y a je crois qu'il y a une UE commune, oui, tout à fait. Vous avez suivi, hein, donc il y a une UE commune, Oui, tout à fait. mais à part ça, dans les enseignements, Non, est-ce non, que non, il n'y a tout le pas reste est d'autres. différent? Tout le reste est différent. Tout le reste est différent. Il n'y a pas d'autres cours mutualisés avec d'autres formations. Tout le reste est D'accord. vraiment spécifique à la licence professionnelle. Oui, Et tout le reste est complémentaire, donc par rapport tout à au DU. fait. Oui. Tout à fait. Tout à fait. Voilà. Donc, encore une fois, voilà, ce qui est assez intéressant aussi peut-être, et après j'arrête de vous embêter, parce que une fois que voilà, une fois que je commence après, c'est le côté passionné. Voilà, c'est pour ça que je fais un point avec ça, c'est-à-dire que ce qui change peut-être aussi, peut-être par rapport, alors je ne sais pas dans quelle mesure c'est pareil dans nos autres formations, c'est que on a un rapport particulier, je dirais, avec les métiers et les fonctions infodocumentaires. C'est-à-dire que souvent, quand vous discutez avec les professionnels en poste, c'est vraiment des gens passionnés par ce qu'ils font. C'est des gens passionnés par leur métier, par leur fonction, par ce qu'ils font. Parce qu'ils aiment rendre service au public, aux usagers, aux collègues, etc. Donc, je dirais que ça, c'est peut-être une spécificité de ce métier-là pour moi. Hein, c'est vraiment et y compris pour moi. Hein, pour moi, l'information d'augmentation, si je suis là-dedans, c'est pas non plus un hasard, c'est aussi parce que ça me passionne beaucoup. Ça m'intéresse et j'ai ces rapports très passionnels au fond avec les métiers. Donc, je dirais que voilà, ça, c'est vraiment important. Ça, c'est un rapport peut-être un peu différent que vous pouvez avoir aussi dans d'autres formations, d'autres métiers. Voilà. D'autres questions, juste pour faire un tour d'horizon, est-ce que vous êtes là parce que vous avez déjà candidaté à la licence professionnelle? Est-ce que vous avez déjà déposé un dossier de candidature? Oui, non. Est-ce que vous êtes sur le point de le faire ou est-ce qu'on peut faire un rapide aperçu? Moi, j'ai déjà candidaté. Vous avez déjà candidaté? Très bien. Pareil pour moi sur présentiel et en distanciel aussi. Très bien. Actuellement. Mon dossier est en cours, là, donc je vous l'envoie dans la journée. Très bien. Voilà, si vous avez des doutes, est-ce que je vous ai rassuré? Si vous avez des doutes, les questions que vous posez par rapport à l'inscription éventuelle, est-ce qu'elles sont bien répondues? Parce que mon but, c'est vraiment aussi de vous rassurer, de répondre à vos éventuelles interrogations. J'espère que je ne vous ai pas fait peur non plus, hein, parce que parfois, je peux paraître un peu passionné et un peu dans mon monde, mais voilà, enfin. Alors, comme on parlait des candidatures, j'ai un message de notre superbe collègue des candidatures qui disait que si vous avez un problème, par exemple, vous n'arrivez pas à ajouter une pièce dans votre dossier et c'est la fin des candidatures et c'est la panique, vous lui écrivez à l'adresse que je vous ai mise dans le chat, donc scola.equipe@unif-montp3.fr et surtout, en début de mail, vous mettez votre nom, votre prénom, en quoi vous avez candidaté et votre numéro de candidature. Comme ça, elle pourra vous répondre rapidement. Donc, c'est parfait. Voilà, donc vous avez tous déjà donc très très bien. Et donc vous me confirmez que vous n'allez pas vous enfuir voilà, après m'avoir vu. C'est bon? Vous n'avez pas fait peur? Très bien. Super. Donc juste pour finir, donc j'ai noté 3 adresses mail pour j'ai noté 3 adresses mail pour les offres d'apprentissage d'alternance. Donc Monsieur Durel, Monsieur Je vais Soto. vous écrire également.
Vous préférez que je vous écrive ou que je vous mette l'adresse dans le chat? Mettez votre adresse dans le chat, comme ça j'ai tout regroupé. Ok, merci. Okay. Et c'est noté, je crois que j'ai concernant les alternances, j'avais aussi une question. Oui. À ce stade, c'est pas affolant de pas avoir de piste, on va dire, validée. Enfin, j'ai l'impression que ça sort tard, en fait, les offres, donc je suis un petit peu surprise. C'est vrai que ça sort souvent assez tard, et moi, il m'arrive de recevoir Ah ouais, vers fin du mois de juin. C'est vrai que ça. Mais maintenant que j'ai vos adresses mail, je vais peut-être aussi. Voilà, en tout cas, tout ce que je vois, je vous l'enverrai. Voilà. D'accord, bon, merci. Donc là, j'ai 3 offres bien définies, enfin, que je pourrais vous envoyer. Et puis, dans ma veille emploi, voilà, si je trouve les choses, je vous envoie ça, pas de problème. Merci. Très bien, mais écoutez, si vous n'avez pas d'autres questions, je propose qu'on en reste là. J'ai été ravi d'échanger avec vous et j'espère vous revoir très prochainement, on va dire. Et merci à Marie qui est là aussi, hein, d'avoir organisé cette rencontre, cet échange. C'est vrai que c'est la première fois, je crois, qu'on fait ça. Donc, je pense que c'est une bonne chose. En fait, on va faire ça plus souvent, je pense, Marie. Très volontiers. Très, très volontiers. Très, très bien. Donc, merci à vous tous. Je vous souhaite une excellente journée. N'hésitez pas à me contacter par mail si vous avez d'autres questions. Et je vous dis à bientôt alors. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir.